Bonjour, c'est David pour le blog biz200.fr, votre business à 200%, l'épisode audio quotidien pour faire bouger votre entreprise. Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial, on va faire un épisode entre l'Inde et la France, entre la culture indienne et le colonialisme, et plus exactement comment un homme a changé l'Inde pour toujours. Gandhi a mené l'Inde à l'indépendance sans recourir à la violence. Il a inventé pour cela une forme d'action fondée sur la résistance passive, sur la force des symboles et sur l'exemplarité du leader. Et pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui ? Eh bien, l'actualité est quand même chargée en éléments violents, en guérilla, qu'on parle du terrorisme, qu'on parle de bataille politique, qu'on parle de changement, qu'on cherche par exemple à réduire l'impact de l'homme sur l'environnement, ou qu'on parle du partage de l'eau dans certains pays. Étant bien sûr présent en Inde depuis 2 ans, bon là je suis pour 6 mois en France, mais n'empêche pas moins que on doit s'interroger sur ce qui se passe à l'étranger par nos actions, nous pays riches, à cause de nous ou pour nous, peu importe. Il faut savoir que quand on achète un téléphone portable, en fait, on crée énormément de tensions au travers du monde. Et ça, il faut en avoir conscience, mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous faire la morale, ni pour vous critiquer, mais juste pour vous rappeler en fait comment a procédé Gandhi dans sa démarche, qu'est-ce qu'il a fait exactement, et ce que l'on sait un peu moins à propos de Gandhi. À sa mort, le 12 février 1948, quasiment 2 millions de personnes se pressent aux funérailles de lui. Le leader politique a été assassiné par un Indien nationaliste qui lui reproche donc la partition de l'Inde et du Pakistan. La foule accompagne une dernière fois celui donc qui est devenu pendant donc un demi-siècle le prophète mondial de la non-violence. Cette ferveur populaire, Gandhi l'a obtenue au fil des années, alors que rien ne le prédestinait donc à prendre la tête du mouvement indépendantiste et à lutter contre l'occupation britannique. Donc Mohandas Karamchand Gandhi, pour vous donner son nom exact, né en 1869 dans une famille bourgeoise de la caste donc des marchands, les Vaishyas pour être exact, qui ne cherchent aucunement à remettre en cause le système inégalitaire établi par la couronne. Le jeune homme donc souhaite d'ailleurs se former en Angleterre, ambitieux, athée. Il n'hésite pas à défier un système qui ne lui offre aucune perspective d'avenir et qui l'a contraint à se marier à 12 ans. Cette volonté donc constitue son premier acte de rébellion car l'appartenance à sa caste lui interdit de traverser les mers. En 1888, il laisse sans regret femme et enfants en Inde et s'embarque pour l'Angleterre. Là-bas, il va se former au droit anglais. Il va surtout apprendre les rouages et les codes de cette culture, un atout dans ses futures négociations avec les gouvernements anglais. En Afrique du Sud, donc, il va élaborer les premières actions de non-violence. Gandhi a 24 ans, il travaille alors pour une compagnie indienne qui lui demande d'aller en Afrique pour 1 an, pour une mission. Et donc il ignore qu'il va en fait y rester 24 ans dans ce pays et que l'expérience sud-africaine sera le lieu de la révélation de son indianité, si je peux dire. Alors qu'il pensait donc avoir sa place dans un système colonial et commercial de l'Empire britannique, un événement va le marquer profondément et agir comme un révélateur. Un jour, il est traité de sale colis et jeté hors d'un wagon de première classe. Il a beau présenter un billet en règle et dire qu'il est avocat, rien n'y fait. Humilié, il prend alors conscience qu'il fait partie de la classe des dominés et il militera désormais pour la dignité des Indiens. En 1906, Gandhi déstabilise une première fois les Anglais qui veulent obliger les Indiens d'Afrique du Sud à s'enregistrer et à donner leurs empreintes comme de vulgaires malfrats. Il imagine alors une forme d'agitation politique inédite à laquelle personne ne s'attend.
Alors, le nom est un peu compliqué à prononcer. Ça s'appelle la Satyagraha, qui signifie force, donc Agraha, et la vérité, Satya. Il s'agit en fait d'opposer à l'oppresseur une résistance passive et non violente qui engage les combattants à accepter la prison et les mauvais traitements pour prouver que l'adversaire a tort. Gandhi appelle donc ses compatriotes à brûler leur certificat d'enregistrement. En jetant les siens dans le feu, il déclare que les Indiens se préparent à remplir les prisons. Une action dont on entend parler jusqu'en Europe. À l'écoute donc des paysans, il accroît son influence. En retour en Inde en 1915, Gandhi est célèbre, mais il connaît à peine cet immense pays qu'il accueille comme le Mahatma, une grande âme. Il veut pour l'Inde l'émancipation intellectuelle, économique et spirituelle et conduit son combat au plus près de la population. Il se rend notamment dans les régions du Champaran, où il lutte aux côtés des cultivateurs afin d'obtenir donc l'abolition de la taxe sur l'indigo et qui les ruine. Sa méthode donc sera une des clés de son succès et de sa popularité. Et il rencontre de nombreux paysans et leur donne à tous le sentiment que leur cause vaut la peine d'être défendue. Avec une équipe de jeunes avocats volontaires, il recueille plus de 8000 témoignages et dresse un état des lieux de la situation d'extrême dénuement dans laquelle se trouve la population. Jour après jour, il tient la presse au courant, donc à propos de ce travail méticuleux. Enfin, il refuse de quitter la région malgré l'injonction de l'administration britannique qui n'a d'autre solution que de le faire arrêter. Mais la pression médiatique est telle que le gouverneur le fait relâcher et ordonne une enquête qui conclut à la nécessaire abolition de la taxe. Cette première victoire de Gandhi en Inde est retentissante. Le leader a réussi à mobiliser le pays tout entier dans une action collective. Les élites indiennes ont ouvert les yeux sur une Inde affamée et misérable, selon donc les mots de Nehru. Après les paysans du Champaran, ce sont ceux du Kedah qui ont besoin de lui, puis les ouvriers du textile d'Ahmedabad. Il faut bien se rendre compte que l'Inde c'est immense et que ce que vient de faire en fait Gandhi est vraiment un tour de main. Gandhi a réussi à transformer donc les antagonismes de caste et de milieux sociaux en une rébellion contre l'ordre britannique. 300 millions d'Indiens sont prêts à le suivre. Pour eux, il est devenu Bapuji, le père. Et encourage les satyagrahas et appelle des actions non violentes de grève et de résistance civile. Pour cela, il va multiplier les séjours en prison et les jeûnes de protestation jusqu'à frôler la mort. Pour éviter des actions violentes, il change de stratégie. Le 13 avril 1919 a lieu la terrible massacre d'Amritsar au Pendjab. L'armée anglaise tire sur des centaines de manifestants non violents. Le Mahatma est effondré. A-t-il trop exigé de ses troupes ? Il réoriente son action et s'attaque au levier économique de l'occupation anglaise. Toute l'Inde s'illumine alors de brasiers purificateurs qui détruisent les textiles anglais. Gandhi donne l'exemple en fabriquant lui-même sa tunique, dont il file le tissu au rouet. En 1930, il décide d'attaquer l'Empire sur son impôt central, celui du sel. Lors de la marche du sel, il encourage les Indiens à ne plus payer cette taxe aux Anglais. Des milliers de manifestants feront de même. Et donc seront tous emprisonnés. Après des mois de lutte, le vice-roi, qui représente l'autorité britannique, abroge cet impôt inique. L'Inde connaît sa première victoire dans son combat pour l'indépendance. Mais la lutte est longue
et une véritable guerre d'usure se met en place, catalysée dans le mouvement Quit India, donc quitter l'Inde, lancé en 1942. Nehru, qui dirige alors le Parti du Congrès, et Gandhi vont unir leurs forces. Les actions du mouvement se structurent et prennent une ampleur sans précédent. Des campagnes massives de désobéissance civile sont menées, des ouvriers quittent leur poste, de nombreux appels à la grève sont lancés, le pays n'échappe pas à la violence et 100 000 Indiens seront emprisonnés. Gandhi lui-même donc se retrouve en prison et ça met en porte-à-faux donc les autorités britanniques, car si Gandhi décède en prison, l'Inde entière pourrait se soulever et tout pourrait dégénérer. Finalement, en 1944, alors que s'achève la Seconde Guerre mondiale, et accède donc aux revendications du mouvement politique. L'Empire britannique, poussé dans ses retranchements, n'a eu d'autre choix que de céder face à la détermination d'un peuple mené par un leader d'exception. On pourrait bien sûr ajouter que l'Inde, à ce moment-là, en fait, pour l'Empire britannique, est une source de problèmes. Après la guerre, l'Empire britannique est donc ruiné, comme beaucoup de pays européens, et donc n'ont plus les moyens d'assurer la reconstruction de l'Empire britannique et d'assurer donc ce colonialisme en Inde. Et donc cette histoire vraiment nous révèle en fait la puissance psychologique de ce leader et vraiment qui a bouleversé plein de choses en Inde. Toujours Mahatma Gandhi est très très suivi en Inde. Alors bien sûr il y a beaucoup d'hypocrisie. Vous avez une fête nationale donc qui fête le jour de l'indépendance de l'Inde, mais malgré tout il y a de nombreuses violences qui persistent en Inde. Bref, c'était pas trop le sujet ici. Ce que je voulais souligner, c'était vraiment ça, la manière impressionnante dont Gandhi a soulevé des foules. Et ce qu'il faut retenir en fait de Gandhi, c'est qu'il faut comprendre d'abord et agir ensuite. Par exemple, au Champaran, Gandhi commence donc par dresser un état des lieux précis donc de la situation des paysans, et il rend ensuite son action spectaculaire en refusant de quitter le territoire et en se faisant arrêter. Par exemple, une autre chose, c'est qu'il adopte une posture à la fois ferme et respectueuse vis-à-vis de l'adversaire. Gandhi ne se place pas en opposition frontale avec l'anglais et c'est là où il est extrêmement ingénieux. Il cherche à organiser une résistance passive et à agir sur les relations entre les parties. Donc en fait, il est là, il faut savoir que les Indiens discutent énormément entre eux. Donc c'est facile Quoi, c'est facile ? En discutant avec eux, il va expliquer en fait que il va leur redonner confiance parce que les Indiens c'est dans leur culture, se résignent assez facilement face à un problème. Un dernier point aussi sur lequel Gandhi a été très fort, c'est qu'il a conçu des actions simples et qui marquent les esprits. Gandhi mobilise donc des foules autour d'actes immédiatement compréhensibles et très très symboliques. Le boycott des produits anglais, la marche du sel, c'est aussi donc un bon communicant. Et il fournit à la presse des images fortes pouvant être diffusées partout dans le monde. Un autre point aussi que d'ailleurs je pourrais rajouter, c'est qu'il sait formuler de façon claire et calme sa demande. Le principe premier en fait de la lutte menée par Gandhi est le suivant: ne pas céder à la violence et rester patient. Il est ainsi capable, en cas de conflit, de formuler sereinement des demandes et de les relier à un besoin particulier. Et ça, c'est vraiment le point magique de tout ce qu'a pu faire Gandhi. Donc voilà pour cet épisode à propos de Gandhi. Je vous invite vraiment à vous documenter sur cet homme parce que il peut vraiment nous enseigner plein de choses à propos donc de la paix, mais aussi à propos de techniques de management, à propos donc de comment être plus en phase avec ce que l'on aime, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, et d'être plus respecté, comment éviter tout ce qui est terrorisme et compagnie, et puis comment faire face à tout ça aussi. Malheureusement, les événements réguliers nous prouvent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à propos de la violence et des mouvements non violents. Merci de m'écouter, c'était David pour le blog biz200.fr, l'épisode quotidien pour bouger votre entreprise, et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez vous abonner
au flux sur soundcloud.com, sur le flux de mon blog. Merci à vous, à très bientôt, bye bye.